J'ai une nouvelle là, dans le bulletin. Vous pouvez enlever ça s'il vous plaît. Oui, t'as des chances. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis accompagné de mon équipe municipale, enfin une partie de l'équipe adjoint, équipe communication, et de la société Randôme qui fera la suite de l'exposé qui va, à mon avis, vous intéresser de façon importante. On vous distribuera des documents, mais juste pour vous replacer un petit peu dans le contexte, on va juste vous représenter rapidement la commune de Venoy et ça nous permettra de mieux comprendre pourquoi on vous fait ce point presse aujourd'hui. Donc, pour rappel, Venoy est assez centré sur le département, à proximité d'Auxerre, pas très loin de Lyon, Dijon, Paris. On a un petit peu moins de 2000 habitants. Les gens ne savent pas forcément, mais on est quand même la 28e commune de Lyon en nombre d'habitants, donc sur 415 communes. C'est pas mal. On est très dispersé dans la campagne, avec 5 gros hameaux, mais 17 hameaux au total, 100 km de route et chemins et 22 km². On a un groupe scolaire qui fonctionne bien, avec plus de 180 enfants. Un centre périscolaire avec restauration scolaire qui est ouvert de 7h20 le matin à 19h le soir. Ça, avec des animateurs de qualité. Donc ça compte aussi dans l'accueil et pour permettre aux gens qui travaillent d'aller travailler sereinement pendant que leurs enfants ont de vraies belles activités. On a une vie associative et culturelle très active. On a en gros une semaine sur 2 au moins une animation sur la commune menée par les associations. On a 17 associations, que ce soit aussi bien dans le sport que dans l'amusement. On a quand même 2 comités des fêtes par exemple. Donc c'est une petite anecdote, mais 2 comités des fêtes et les 2 vivent, c'est bien. 3 salles, 2 comités des fêtes, 3 salles des fêtes. On a 3 salles des fêtes, donc une grande centrale que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle les Joinchères, qui est centrale sur la commune, et puis une à Égrisel qui s'appelle la Venoisienne et une à Montalry. En service, on a un bon nombre d'artisans, forcément en étant à la périphérie d'Auxerre. On a également podologues, kinés, médecins, infirmières, commerçants itinérants. Ce qui nous manque, on a un restaurateur bien connu qui est le Moulin de la Coudre et le restaurant Les Griselles qui devrait ouvrir bientôt, mais ce qui nous manque c'est un lieu de vie, café, épicerie, et qui ouvrira au plus tard fin mars, début avril. Donc, dans 3 mois ça sera ouvert, en face de la mairie. Les travaux sont en cours. Ça sera un lieu de vie multi-commerce, multi-service qui devra apporter un maximum de services à la population. On a également des chambres d'hôtes, deux sites de chambres d'hôtes. Et donc, on a notre zone d'activité. Je vais juste vous la laisser en appétit, mais on y reviendra un peu plus tard. Une zone d'activité qu'on a voulu, donc sur un terrain de 11 hectares viabilisable, il y a eu 6 hectares de viabilisés, et qui est le sujet du jour. Juste pour compléter, je voulais juste rappeler que sur la commune, on a quand même un vignoble d'exception, puisque les gens ne savent pas, mais on est aussi une commune viticole. On a 5 viticulteurs qui font de la bouteille, on a une dizaine de viticulteurs en tout, et qui font différents vins, puisqu'on a la frontière de Chablis, donc il y a du Chablis, du Bourgogne, et bon nombre livrent au Cap de Bagny en Crémant. Donc vendent du Crémant, nous aussi. Donc je reviens à la zone. Donc pourquoi aujourd'hui et pourquoi cette zone? C'est très simple, c'est que cette zone, on l'a voulu, donc elle a été démarrée sur le mandat précédent. On a acheté les terrains et nous les avons découpés à la demande. C'est la particularité, j'en parlais avec un de vous tout à l'heure.
pour essayer de répondre au mieux aux besoins des entreprises. L'ensemble des terrains a été vendu 19 € le mètre carré, donc un prix accessible, sur une vitrine autoroutière simple. Et donc, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. D'une part, nous passons de 4 entreprises installées à 8 entreprises installées. Nous allons atteindre les 100 emplois sur cette zone. Donc ça, c'est une performance dont on est assez fier. On signe entre la signature de Vendôme, qui se présentera après, et 3 autres signatures. On signe 4 terrains sur cette fin d'année. Donc c'est quand même bien, avec 3 artisans qui vont s'installer, que nous souhaitions aussi avoir des artisans qui puissent s'installer sur cette zone, et pas que des entreprises importantes. Comme ça, on a un petit peu de tout. Et cette zone qui est communale jusqu'au 31 décembre passera en intercommunal au 1er janvier 2017. Donc on perdra la main. Il reste seulement 10 765 m² à vendre qui sont viabilisés. Pour nous, ils sont toujours à 19 € le mètre carré. J'espère que la communauté restera à 19 € le mètre carré. Mais tout est possible puisque nous allons changer de main au niveau de l'acteur. Si vous regardez sur le plan qui est derrière moi, vous voyez tout de suite au niveau des surfaces, certains ont pris des surfaces rondes, si je prends l'exemple de DAFP, 8000 m², mais certains ont pris des surfaces autres, style 7690 ou style 1899 m². Alors ça peut paraître bizarre, mais quand je parle de découpe à la demande, le voilà en vrai ce qu'était la découpe à la demande. Le bon exemple, c'est le projet ABC. Donc c'est ces 3 terrains qui sont signés cette semaine. Et ces 3 terrains, eh bien, on s'est mis d'accord avec chaque acquéreur pour qu'ils achètent exactement ce qu'ils ont besoin, où ils ont besoin pour pouvoir implanter leur entreprise. Et quand vous achetez sur une vitrine autoroutière, qu'en plus vous n'achetez pas plus que ce que vous avez besoin et à un prix attractif, ben forcément c'est plus intéressant pour installer les entreprises. Voilà, aujourd'hui, eh bien, le dossier sera passé à la main de l'Aglo avec 100 emplois créés, 8 entreprises installées. Et donc on vous distribuera les documents sur la commune de Venoy à chacun, mais je vais passer la parole à Vendôme qui donc s'installe, va construire sa maison témoin avant de construire l'usine, et qui pourra, si vous le souhaitez, vous faire visiter la construction tout au long de l'avancement du chantier, puisque c'est ce qu'il a prévu de faire avec ses clients. Et je trouve que c'est une formidable idée, et donc nous voulons travailler ensemble sur le sujet pour l'aider au maximum, parce que je pense que nous, élus, notre premier rôle, c'est d'être facilitateur. Facilitateur pour que tout le monde ait envie d'avancer, et pour que le développement économique ne soit pas un mot, mais vraiment une création et des emplois derrière. Bon, je me présente. Bonjour, je suis Monsieur Grandoni, je suis le créateur de Vendôme, et j'ai développé le procédé du début jusqu'à la fin. Mon collègue Tony Mouchon, qui s'occupe de toute la partie administrative et des sous, chez moi, ce qui est aussi très compliqué, hein, je l'avoue, c'est temps difficile. Donc on s'est décidé de s'implanter ici sur la commune de Venoy, parce que déjà on avait un terrain qui était une face niveau autoroute, hein, je le rappelle, mais qui est vraiment idéal pour nous, parce que nous on voulait être vus, une vitrine énorme, et là de la mettre là au bord d'autoroute, à 15 mètres d'autoroute, pour nous c'était exceptionnel. Et puis on avait eu, monsieur le maire, comme le disait, il a découpé à la demande ce qu'on avait besoin, on n'avait pas besoin de forcément immense, donc vraiment ça c'était vraiment très intéressant pour nous, et aussi niveau du prix, ça c'était indiscutable. Donc sur le site il y aura effectivement une maison témoin. Première, ce sera la toute première dans Lyon. Alors elle a une particularité, hein, bien sûr, c'est une des plus écologiques qui existent et économiques niveau énergétique au monde. Juste niveau technique, hein, et après j'arrête, elle a un résultat thermique de 10, ce qui est le maximum aujourd'hui, sachant que les maisons traditionnelles, même économiques, type BBC, sont de 4 ou 5. Donc là on est vraiment en avance niveau économie d'énergie. Et de plus, on a un temps de montage très rapide.
Une maison aujourd'hui met, on va dire, 1 an à se monter, du début jusqu'à la fin. Et là, on sera sur 3 à 4 mois, maximum. Maximum. Et je pense que vous allez même la voir sortir de terre en février, là, il sera sorti. Donc, d'ici 2 mois, il sera sorti de terre. Après, bien sûr, il y aura l'aménagement intérieur. Mais d'ici 2 mois, elle sera sortie de terre. Donc voilà le procédé. Donc le procédé, c'est, on a inversé le système. Ça veut dire d'habitude, on monte les murs et après on fait l'isolation. Et là, on a fait l'inverse. On met l'isolation et après on fait les murs. Et rien qu'en faisant ça, eh ben, on gagne un temps. Sur les matériaux, parce que bien sûr on a besoin de charpente. Donc voilà, on a gagné sur ce temps-là. Et après on peut moduler chaque aménagement comme on veut, on peut les dédoubler, on peut en mettre plusieurs. C'est complètement modulable. On peut faire nombre de fenêtres, porte-fenêtres, baies vitrées. Tout a été mis en standard et on peut mettre le nombre qu'on veut. Donc là, et puis si on veut les dédoubler, donc multiplier surface au sol. Donc celle-ci qui sera sur Venoy fait 11 mètres de diamètre. On voit une surface finie de 86 mètres carrés. Ce sera un type F3. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur sous-sol? Alors celle-ci n'est pas sur sous-sol. Celle-ci, elle est de plein pied. Elle est vraiment à niveau. Mais oui, tout à fait, elle peut être faite de sous-sol, sans problème. Sans problème. Mais celle-ci, pour l'explosion, voilà, on l'a fait de plein pied. Niveau personnes à mobilité réduite comme ça, ils peuvent rentrer dedans, tout est accessible, c'est parfait. Combien? Prix moyen, Le prix moyen, mètre carré. Là, on est entre, selon l'aménagement qu'on fait à l'intérieur, parce qu'il faut aussi le prendre en compte, en moyenne, on est entre 1200 et 1400 euros. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus cher qu'une maison traditionnelle, sauf qu'on se propose un produit qui peut être soit passif, soit positif, soit les deux. Aujourd'hui, une maison passive, c'est à peu près 2000 euros mètre carré, entre 1800 et 2000 euros mètre carré. On propose une économie de pratiquement 40%, ce qui est énorme, puisqu'après, en termes de consommation énergétique, à l'année, on est en dessous de 200 euros de consommation de chauffage dans une région. Les tests ont été faits sur la région Bourgogne, qui est une vraie région référence, puisqu'on est capable d'être à moins 10 l'hiver et à plus 40 l'été. On est à peu près aux alentours de 200 euros à l'année maximum de chauffage pour la maison, ce qui représente absolument rien. Alors, un point de vue du port, mais qui me semble que vous m'avez dit, c'est que la qualité de l'isolation est justement aussi forte pour l'été que pour l'hiver. Exactement. Elle permet autant de lutter contre le chaud que de lutter contre le froid, dû à sa conception. Exactement. Voilà, dû à sa conception, sa forme. On n'a pas d'angle vif comme dans une maison. Les tests thermiques ont été faits dans les maisons cubiques, on a tous. La chaleur va être dans les coins, en l'air et dans les coins. Et là, vu sa forme, il y a une circulation d'air naturelle qui se fait, et ça fait une économie par rapport à une maison encore BBC ou les nouvelles maisons qu'on fait, on est encore 40%. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et après, on a aussi les autoconstructeurs, ceux qui veulent faire leur maison eux-mêmes, ils peuvent la faire, parce que le kit lui-même vaut 30 000 euros. Voilà, c'est un kit qui est livré sur un spire mort, en conteneur maritime dans le bout du monde, parce que c'est livré partout dans le monde. Quelque chose d'important. Et voilà, et on livre, et après, quelqu'un qui connaît, qui bricole un peu, il peut monter sa maison et projeter son béton artisanalement, mais c'est tout à fait faisable. Alors il y a quelque chose de très important à bien comprendre, c'est que Rondôme est fabricant du kit d'isolation. Rondôme ne fabrique pas de maison. Voilà, Nous on fabrique le kit d'isolation qui permet de fabriquer la maison. Et ensuite on a mis en place, alors déjà dans la région, on a déjà des partenariats avec des sous-traitants qui vont pouvoir faire le ferraillage, le voile de béton, etc. Et tout ça, tout ce développement est en train de se mettre en place pour le faire dans d'autres régions et que ça se développe ensuite sur le territoire. Voilà, sachant que aujourd'hui, les demandes concernant Vendôme, 8 sur 10, c'est pas en France, c'est à l'étranger. Donc à l'étranger, ça veut dire que c'est uniquement les kits qui vont partir, et là-bas sur place, après, ce sera les entreprises qui se chargeront de faire la maison finie. C'est très important, Rondôme n'est pas un constructeur, Rondôme propose une solution pour faciliter les constructions. C'est pas la même chose. On n'a pas une décennale de constructeurs, on a une décennale de fabricants. Ça s'appelle pas de la même façon, mais on est bordé, là-dessus il n'y a pas de souci, et c'est quand même important.
Mais l'objectif export est important. L'objectif export est très très important puisque en France ça va être voilà, on a déjà des visites qui sont programmées du chantier alors qu'il est en train de démarrer pour des clients en France, donc des gens qui vont venir voir déjà un petit peu comment ça se passe, etc. Alors évidemment, comme le disait monsieur le maire, on invite les médias divers à venir suivre le chantier en même temps que nous, en même temps que les clients qui ont le potentiel qui vont venir le voir. Ça ne nous pose aucun souci, nous on n'a pas de secret là-dessus. Au contraire, plus on aura de vision, mieux ce sera. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Mais niveau commercial, voilà, on a de l'international, hein, des gens qui voilà. travaillent, qui vont C'est venir, ce que je disais. des Américains qui sont très intéressés. Dans les pays pareils, ils ont des problèmes sismiques, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, mais ça résiste, vu sa forme, ça résiste très bien à des forts, tout ce qui est anticyclone, typhon. Oui, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise au vent. On a fait des essais au niveau des laboratoires d'essais pour comment ça réagit au vent. Donc tout ça, ça réagit bien. Donc tous les pays, niveau sismique, l'Italie, où il y a des risques, ils sont très intéressés et ils nous suivent de voilà, vraiment. Donc c'est ce que je voulais dire. En France, ça va être vraiment au coup par coup. Ça va être une, voire deux, peut-être 3 ou 4 pour quelqu'un qui voudra faire un gîte ou des maisons d'hôtes, etc. Par contre, à l'étranger, c'est très... Voilà, à 99%, c'est pour des resorts. C'est tout ce qui est station de vacances. Et là, on parle plus vite à 2 chiffres, voire même 3 sur certains projets. Alors, c'est des projets qui vont être sur le long terme, évidemment. C'est ce qu'il faut nous souhaiter. Sachant que... Voilà, pour monter l'usine. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, non, mais c'est ce que j'allais dire. Sur le principe, ça ne pose pas de problème, puisque on va très vite pour fabriquer un kit. Ça ne prend pas 6 mois à fabriquer un kit. Dans l'absolu, quand on sera bien en place et que l'usine sera bien en place, on pourra pratiquement sortir un kit tous les 10 jours. Donc on a un potentiel qui est quand même assez important, sachant que je parle de 10 jours avec une seule équipe. Donc s'il y a besoin de faire plus, on pourra faire plus. Mais on parle de ça d'ici, à mon avis, 2-3 ans, le temps qu'on déjà on se met en place, on a plein de choses à voir encore avant. On peut peut-être parler un peu de chiffres. Hein, on peut. J'ai juste une question. Justement, quand vous parlez surtout de l'export, c'est parce que la forme, je pense qu'en France, ça risque de poser problème. Est-ce qu'il y avoir des blocages? Alors, il y a des gens, au niveau des plans locaux d'urbanisme, pas tant que ça, on penserait. Hein. Ben oui, mais aujourd'hui, avec les maisons écologiques, les maisons contemporaines, ça gêne moins au niveau des PLU. On arrive toujours à les passer quand même. Oui, on pensait, mais je pensais aussi, hein, je dis, on va être embêtés. Et non, on a toujours dans les plans locaux d'urbanisme des petites lignes, maisons contemporaines, maisons architecturales. Donc on rentre dedans. Et là, on rentre dedans. On arrive à rentrer dedans. C'est tout le problème. En France, on a l'habitude du multipan. Voilà. Des normes bien précises. Dans les règles d'urbanisme françaises, depuis la loi Allure, on n'a pas le droit de refuser l'évolution technologique énergétique. D'accord. Donc ça rentre dans ce cadre. Voilà. Dès lors qu'il y a une évolution, ça a été permis suite à l'arrivée des panneaux photovoltaïques et tout ça, où les documents d'urbanisme n'étaient pas forcément prêts. Et donc maintenant, quand on a un PLU, d'office, toutes ces possibilités-là sont ouvertes. Non, mais c'est bien. Et ça, aujourd'hui, les architectes des bâtiments de France, qui des fois, juste pour une couleur d'une fenêtre, nous cassent les cacahuètes pour rester polis. Ah oui. Connaître un petit peu celui qui est sur Auxerre, des fois je me gratte les cheveux quand je lui pose juste une question. Quand il va voir arriver ça, je suis... Alors je vous dis pas que ça pourrait être mis au pied de la cathédrale tout de suite. Oui. Tout ce qui est contrôlé par les monuments historiques sur un architecte, c'est à peu près entre 1 et 2% du patrimoine constructif de la France. Donc effectivement, sur 1 et 2% de la France, on ne va pas pouvoir se mettre sur cette maison. Et vous avez l'exemple qui a changé à Marseille, ils ont fait tout un bâtiment très design, au bord et pourtant c'était loi littorale et contrôlé par les architectes. Ils ont fait quelque chose de très... Oui, on l'a vu, ils font ce qu'ils veulent en fait. Hein. Après, ce qui est aussi intéressant avec votre kit, quand vous me l'avez présenté, moi je m'en souviens, c'est qu'on peut l'habiller. Ah oui, tout à fait. Voilà. La base ressemble au kit qui est devant nous pour des raisons de conception, mais le dessus, par exemple, peut être transformé en un toit terrasse, qui est très à la mode en ce moment, par exemple. On peut en jumeler deux. On peut refaire un habillage autour. Donc après,
la forme finale n'est pas forcément celle du kit. D'accord, d'accord. Oui, tout à fait. On peut faire un habillage en bois. Il y a des gens qui ont fait. J'ai entendu une question, là c'est en tant que femme. Je veux dire, au niveau de l'aménagement. Ah, le fait que j'adore cette question. Alors, je vais vous expliquer. C'est très simple, je vais vous inviter tous à réfléchir un petit peu, à voir votre maison, votre appartement, et à compter le nombre de meubles que vous avez contre les murs extérieurs. Pas beaucoup, très très peu. En France, partout, c'est à peu près 5% des meubles qui sont sur les murs extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fenêtres, il y a des portes-fenêtres, il y a des chauffages. Et bien là, c'est exactement pareil. Les murs extérieurs, ça ne pose pas de souci. Le seul travail qu'il y a à faire, évidemment, ce sera sur le plan de travail de la cuisine, si vous le souhaitez, le mettre contre le mur extérieur. Pour le reste, ça pose aucun souci. C'est comme toute autre maison. Selon l'aménagement que vous faites à l'intérieur, vous verrez que vos meubles, vous ne les mettrez pas forcément sur les murs extérieurs. Comme dans vos maisons traditionnelles. À part D'accord. l'effet de couloir, là, qui est un effet un peu particulier. L'aménagement qu'on va vous présenter après, ce sera celui donc, de la maison témoin, qui a été fait par une agence de design de Paris, qui est partenaire avec nous, qui a un aménagement très poussé, puisque les cloisons sont rondes, etc., pour rappeler la forme de la maison, mais c'est volontaire, parce qu'on veut montrer à l'extrême ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer à l'intérieur. Maintenant, on a aussi plein d'autres exemples d'aménagement qui restent traditionnels, avec des pièces relativement carrées, on va dire, à l'intérieur, et qui changeront pas qui poseront pas de soucis pour les meubles. Et au milieu, là, c'est quelque chose Alors, au qui milieu, soutient la structure ou pas du tout. C'est simplement une idée c'est bien comme une énorme colonne au milieu qui permet de faire à la fois un vestiaire, Non, mais de mettre la machine à pour laver. garder les mêmes formes. Je veux dire, ça n'est pas un élément. Ça peut être servi au milieu. C'est l'inspiration d'un architecte. Hein. C'est pas, voilà, il y a énormément de solutions possibles. Il a voulu tout cacher dans un cylindre. D'accord. Machine à laver, locale technique, tout dans un cylindre au lieu de faire une pièce carrée. Oui, mais enfin, au niveau de la circulation, à l'intérieur, c'est très bien que ce soit circulaire. Oui, tout à fait. Le designer a fait un super travail, il faut imaginer ça. Et donc, on va refaire ça ici pour venir. Donc aujourd'hui, pour terminer, on va vous dire un petit peu où on en est, quand même. Donc Rondôme a été créé en avril 2015, c'est ça, même si le travail a commencé avant, mais la société a officiellement été créée en avril 2015, donc ça fait déjà un petit peu plus d'un an et demi. On sort de la phase de développement, de recherche et de test. On sort là de la phase de post-production, les tests finaux sur les coulages, les moules, dans les moules, etc. La production démarre avec le premier, la maison témoin. Nous avons obtenu dans tout ça une subvention à l'innovation de la BPI à hauteur du maximum qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire à peu près 50 000 €. Et puis nous avons également ouvert le capital récemment. C'était pour le projet d'acquisition du terrain à Benoît et la construction de la maison témoin par l'intermédiaire d'un groupe d'investisseurs mis en place par M. Moreau de chez Young Active, et on a levé quasiment 100 000 € pour pouvoir donc acquérir le terrain et construire la maison témoin. Donc on a fait une première année hyper positive, alors une année et demie en termes d'exercice, mais positive malgré tout, puisqu'on est quasiment à zéro au bilan, sachant qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires. Et ça, je le dis moi parce que M. Le Gall n'ira pas. Rondôme, au départ, c'est pratiquement 150 000 € d'autofinancement. Voilà. M. Le Gall a mis tout ce qu'il pouvait. Voilà, plus l'usine. Non, je précise parce que c'est jamais simple, et tout le monde le sait, quand on crée une entreprise, c'est jamais simple de faire appel aux banques parce qu'ils sont très frileux au départ. Par contre, bizarrement, un coup qu'ils voient que ça fonctionne, qu'on a eu des subventions, qu'on fait rentrer des investisseurs, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà, non mais ça c'est le de tout le monde. Hein. Voilà. Mais je tiens à préciser parce que c'est des années de travail de M. Le Gall pour pouvoir mettre dans un bas de laine suffisamment pour pouvoir créer son rêve, parce que ça reste un rêve au départ. Donc voilà, je tiens juste à le souligner parce que je pense que c'est hyper important, c'est pratiquement 10 ans de sacrifice, d'achat, de revente, etc. Dans l'immobilier, entre autres, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'hyper important de souligner ça quand même, que
voilà, si le projet il est quasiment autofinancé au départ, après effectivement il y a des appuis qui viennent derrière, mais ils ne sont jamais en amont les appuis. Hein. C'est que local, il n'y a pas de. Voilà, c'est que des gens d'ici. Voilà. Et c'est un projet que vous avez breveté alors l'étude du brevet elle est en cours, mais alors un brevet c'est extrêmement c'est breveté dans le dessin et modèle. Hein. Après c'est sur le niveau des techniques qu'on est en train de... Oui, mais c'est quand même voilà, oui, c'est vous avez la garantie. Oui, tout à fait, oui. Entre le dessin et le modèle. Oui, indispensable. C'est indispensable. Après c'est au niveau technique des embranchements, il faut qu'on regarde comment on les... Oui, non, mais... Voilà. Mais sinon oui, c'est breveté au niveau du dessin et modèle. C'est ça, c'est... Oui. On voit tellement de choses qu'on est en train de se garantir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le siège social, l'entreprise, elle est où? Elle est à Cheny. Cheny. À côté de Nigène. Ah, alors l'usine est aussi, on a 700 mètres carrés d'usine à Cheny. Voilà. Et le but final, c'est de mettre l'usine ici à Venoy, à côté de la maison Thébault. C'est vraiment le but final parce qu'à Cheny, on a une petite usine. Georges Friedrich, il ne va pas être content. Hein. Non, tout à fait, mais il le sait que où on est placé, on peut pas se déployer. On est entouré de champs et on ne peut pas. C'est pas possible, on ne peut pas s'agrandir. C'est l'ancienne usine du Borvo. Et j'ai racheté cette ancienne usine. Et donc on est limité. Je suis entouré de. Je peux pas. Notre entreprise ira à la place. Voilà, tout à fait, oui. Il y a notre entreprise qui ira à la place. Et nous, le but, c'est de mettre 1500 mètres carrés de bâti sur le terrain. Et sous quel délai vous pensez pouvoir aménager l'usine définitive sur Pour l'instant, on ne sait pas donner de délai. D'accord. En toute honnêteté, on ne sait pas donner de délai. Le plus vite. C'est-à-dire, s'il y a des beaucoup de commandes, on est obligé, on sera tout de suite bloqué. Vous serez bloqué par rapport à la surface que vous oui, avez l'usine est en plein centre de Cheny. On va être vite gêné par. On peut travailler, mais le problème de Cheny, on peut travailler, mais un kit à coup qu'il est fini, il faut qu'il parte tout de suite parce que sinon on n'a plus de place. On peut plus Mais stocker. l'accessibilité, J'ai travaillé en flux tendu à Cheny. Je pense que dans la phase de transition, je suppose que vous stockerez peut-être un peu ici. Oui, un petit peu en attendant, on mettra des conteneurs maritimes. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais on va essayer de. Mais après, monter un bâtiment industriel, bon, ça va. Heureusement, ça va très très vite aussi. Et, donc, si vraiment on est bloqué là, il faudra qu'on en. Parce qu'en stockage en place, ça prend assez de place. Là, un stockage d'une maison comme ça, c'est un semi-remorque. C'est un Ou un conteneur maritime, peu importe. C'est quasiment la même taille. C'est un semi, et voilà. Alors nous, à Cheny, on est bloqué. L'usine est petite, mais à l'époque, je l'ai acheté avec mes moyens. Donc je ne pouvais pas acheter plus grand. Mais c'est aussi ce qui est calculé, c'est que ça tient dans un conteneur. Pour l'export, un kit égale un conteneur. Ça paraît. Oui, ça n'oblige pas à faire Il y a aussi une économie sur le transport. Voilà. En fait, vous avez conçu, inventé un produit qui n'est pas encore fabriqué et sur lequel vous n'avez aucun recul. Sur le recul, on a fait travailler des ingénieurs. ingénieurs. On a fait des. On les a fait, nous. Oui, on les a fait. On en a monté déjà à l'usine. On sait que déjà. À l'usine, on a monté à blanc sur des terrains. On les a collés. On a fait des assemblages. Si, ça, on les a fait. Tout ça, ça a été fait. Après. Mais en dehors du futur random tout à fait. de Venoy, on ne peut pas en visiter un. Non, tout à fait. Ah non, c'est pour ça qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a ouvert une partie du capital et qu'on a fait rentrer des investisseurs parce qu'il était primordial pour nous d'avoir une maison témoin. Aujourd'hui, peu importe ce que vous achetez, vous voulez acheter un vélo n'importe où, vous allez essayer le vélo. D'autant plus pour une maison. Ça paraît assez logique. Maintenant, comme j'ai souligné tout à l'heure, c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui est très important. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est de l'autofinancement au départ, que l'autofinancement, il a des limites. Donc il a bien fallu qu'on trouve une solution. La solution, c'était d'ouvrir le capital à des investisseurs pour pouvoir monter la maison témoin. Mais il fallait amener du concret, il fallait qu'on ait un résultat de développement hyper positif pour susciter l'intérêt des investisseurs. Je pense qu'on n'aurait pas levé autant d'argent s'il n'y avait pas un intérêt quelque part et si on n'avait pas prouvé que ça fonctionnait. Vous avez levé combien au total? 95 000 euros au total. Et ça vous suffit? Ça suffisait pour acquérir le terrain. Pour le projet. Pour le moment. C'est le terrain qui nous manquait. Pour le moment. Voilà. C'est le terrain qui nous manquait. Parce que comme le dit monsieur le gars, à Cheny, on ne peut pas la mettre sur le toit, c'est pas possible. Ouais. Et puis l'opportunité de ce terrain à un prix plus que raisonnable, viabilisé réellement viabilisé, parce qu'il est même bordé. Et puis cette proximité de l'autoroute, où on sait qu'il y a un passage. Ah oui, c'est une vitrine. Ouais, Moi j'ai vu que ça. J'ai vu cette bande-là, comme c'est là, j'ai dit là, mais là c'est idéal.
On en a proposé un peu plus loin, déjà pas le même prix, et pas sur l'autoroute, beaucoup plus loin. Et puis c'est un avantage aussi peut-être pour vous d'avoir, même pour les camions, autant au pied pour la livraison pour non, mais là c'est le code. Le fait que la zone soit En termes de transit, c'est un avantage important. c'est exceptionnel. Non mais là, c'est idéal. Pour nous, c'est vraiment idéal. À ce prix-là, il faut dire ce qui est, j'ai regardé partout. À ce prix-là, les conditions qu'on a eues, on a eu le temps de préparer notre dossier, on a eu 1 an pour pouvoir travailler dessus, pour l'acquérir, trouver les fonds. Tout ça, c'était un ensemble, c'était Alors, idéal. merci monsieur le maire Ah oui, parce que de nous avoir on a laissé mis le un temps an de à travailler trouver et l'argent. de trouver les solutions. Ah oui, on a mis 1 an. Sinon, il y avait une banque qui nous suivait, mais il fallait tout mettre sur la table. Il fallait tout donner. Bah oui. C'était pas. Non, mais On faut vivre. depuis le départ sur cette zone, on a toujours dit c'est quelque chose qui doit être là pour aider les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cahier des charges qui fait que les promoteurs ne peuvent pas s'emparer des terrains pour les revendre autrement. Il n'y a vraiment que des entreprises qui peuvent acheter le terrain. C'est fait devant notaire. Et au moment où... Alors, on ne peut pas promettre des terrains à tout le monde, parce que sinon, j'aurais déjà 50 réservations, forcément. Donc, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est la signature qui compte, parce que sinon, on ne peut pas. Donc, on fait vraiment des signatures devant notaire, mais après, une fois que c'est signé devant notaire, qu'on a un minimum de garantie versée, eh bien, on travaille ensemble pour trouver des solutions pour les aider à avancer. Je pense que c'est aussi un gage de réussite. Effectivement, dans leur cas, ils ont voulu 1 an. Donc c'était fait sous réserve de permis de construire. Le permis de construire a été délivré. On a regardé ensemble les aménagements. Ils ont cherché leur pool financier en même temps. Et c'est ce qui permet d'arriver. Mais encore une fois, c'est vraiment notre rôle d'élu. On doit être facilitateur pour aider les entreprises à Et avancer. là, ça c'était un plus. Je veux dire, il y a d'autres communes qui répondent non, mais ça n'a pas été ça. Pas une démarche. Ah non, pas du tout. Et vous voulez, c'est temps terminé. Et les clauses, voilà, on les met pas. C'est vous débrouillez, il faut sortir les sous. Et là, c'est vraiment, pour une jeune entreprise comme nous, start-up, c'est vraiment idéal. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si ça n'aurait été pas possible. On aurait pris autre chose, mais ça n'aurait pas été possible dans ce contexte. Alors une question à Monsieur le maire. C'est intéressant cette conversation, mais à partir du 1er janvier, ça change de main, comme vous avez dit, j'utilise votre expression. Oui. Il n'y aura plus la même politique tarifaire, si j'ose dire, ne fût-ce que ça, au niveau de la communauté, ou est-ce qu'il y aura possiblement des politiques différentes, c'est-à-dire que ce sera toujours 19 € viabilisés, vraiment, entre guillemets, c'est la première fois que j'entends ça, ou c'est viabilisé ou ça ne l'est pas, quoi. Oui, mais attendez, viabilisé, j'ai déjà eu le cas viabilisé, ça passait devant, mais il n'y a rien qui sortait. Et là, ça sortait vraiment. Il y a des interprétations de la viabilisation qui sont parfois un petit peu discutables. Il n'y a même pas le coffret, quoi. Ça pose. Là, il y a le coffret Là, il y a déjà tous les bornes électriques, il y a tout devant. Il y a des bornages qui sont pas loin, l'électricité passe devant, moi c'est bon. Et donc, quid de comment ça se présente au niveau de l'agglo? Alors, Donc vous êtes conseiller communautaire, tout à fait. chef de file de l'opposition. Ah non. Non? Non. Ah, je croyais. D'abord, à l'agglo, il ne doit pas y avoir d'opposition. À l'agglo, il doit y avoir une intercommunalité. Et si toutes les communes travaillent en intelligence, il ne doit pas y avoir d'opposition. On doit tous travailler positivement. Il y a un groupe de réflexion qui réfléchit à l'agglo pour mieux appréhender les dossiers, parce que parfois il nous arrive un peu cadenassé et presque voté d'avance sans pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Certains veulent appeler ça l'opposition. Moi, je ne veux surtout pas entendre parler de l'opposition. On doit travailler ensemble. Aujourd'hui, on est dans un pays où on veut tout régir par des lois. À mon avis, un peu trop. Bientôt, pour tout, il faudra demander l'autorisation. Et sur le développement économique, qui est quand même le mal de notre pays, où on a besoin de créer de l'emploi, soi-disant pour simplifier les choses, on va interdire à certaines personnes d'en faire. C'est super. Enfin, franchement, il fallait l'imaginer celle-là. C'est-à-dire que les départements n'auront plus le droit d'en faire et les communes n'auront plus le droit d'en faire. C'est obligatoirement soit l'intercommunalité, soit la région, soit les deux ensemble. Donc, moi je suis bien obligé d'appliquer la loi, comme tout le monde. Et donc nous n'aurons plus le droit d'en faire. En tant que maire, je me battrai toujours au maximum, ne serait-ce qu'envers mon équipe et envers mes habitants, pour aider tout ce que nous pourrons. Maintenant, au niveau de l'agglo, effectivement, nous n'avons pas la loi, puisque ne serait-ce que
1er janvier, il y aura 64 conseillers communautaires. Uniquement la ville d'Auxerre aura 31 conseillers communautaires et nous 1. Donc vous voyez bien le nombre de voix que j'ai, 1 sur 64. Donc on fera ce qu'on pourra. C'est aussi la loi, ça? C'est aussi la loi. C'est aussi la loi. 31 pour Auxerre, 1 pour Benoît, c'est la loi. Ce qui, à mon avis, est dommage parce que vouloir tout faire en fonction du nombre d'habitants, c'est pas très fort pour le développement du territoire. À mon avis, là aussi, on a besoin de se battre sur des territoires plus que uniquement une représentativité comme ça. Et donc, au 1er janvier, si l'agglo dit je vends les terrains à 25 €, 30 €, 40 € ou 50 €, j'ai déjà entendu un discours, j'espère que ça ne touchera pas Benoît, mais j'ai déjà entendu un discours de certaines personnes dire plus on vend le terrain cher, plus on est sûr d'avoir des entreprises de qualité. D'accord ? Il y a des gens qui pensent ça. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est là pour aider les entreprises, les aider à se développer. Donc, je me battrai toujours pour ça. Effectivement, j'aurais pas de pouvoir de signature en bas de la page. C'est aussi, dans le début de ma présentation, je vous ai dit que la zone, au niveau urbanistique, au départ, c'est 11 hectares. Nous nous sommes arrêtés à 6. Pourquoi? Parce que la surface en face est encore en surface agricole, bien que ciblée au PLU. Notre équipe municipale avait prévu de démarrer la zone en face. Et vu que la loi nous interdit de le faire, on n'a pas démarré, forcément. Alors qu'on aurait pu la faire dans le même état d'esprit, exactement dans les mêmes conditions. Parce que quand ils disent c'est vraiment viabilisé, on n'a pas non plus inventé le chaud. On est parti de ce qu'ont besoin les entreprises. C'est-à-dire qu'on a apporté tous les services, que ce soit les fourreaux pour pouvoir amener le télécom, la fibre optique, que ce soit le gaz, puisqu'il y a le gaz sur cette zone, ou que ce soit l'électricité ou autre, au pied, en restant sur le domaine public. Et ensuite, le fait d'arriver au pied nous permettait d'adapter à chaque situation. Je rappellerai pour mémoire qu'en 2015, de tête, pour l'installation d'une autre entreprise, nous n'avions pas assez d'électricité. Il a fallu installer un transformateur 1000 kVA. Nous avons réussi la commande, le financement et l'installation de ce transformateur 1000 kVA en moins de 3 mois. Ça a permis à l'entreprise de démarrer, sinon on ne serait pas venu. Voilà, c'est ça que j'appelle facilitateur. On n'est peut-être pas très fort en discours, mais on essaie au moins en concret de vraiment aider les entreprises pour créer de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est 100 emplois sur notre. Les 8 entreprises. Les 8. Oui, 100 emplois. Ça fera 100 emplois. D'autres questions? On ne va pas vous demander votre secret de fabrication, vous posez l'isolation avant les murs. C'est un... Tout à fait, c'est de la mousse de polyuréthane. C'est en mousse de polyuréthane. Une particularité, c'est qu'elle est sans gaz à effet de serre. Elle a... Oui, c'est à l'eau. Ouais, maintenant, c'est des mousses à l'eau qui sont... Tous les produits qu'on utilise, qui servent à fabriquer les panneaux, les modules, sont tous à base d'eau. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus, de toute façon, c'est interdit. De gaz à effet de serre. Il n'y a plus de gaz fameux qui soi-disant était toxique. Non, on n'a plus. Ben, nous, on n'a plus, et dans l'automobile, nous en avons encore, mais nous, on n'a plus. On ne rejette aucun gaz à effet de serre. Après, oui, il y a des particularités qu'on rajoute, on va dire, à cette mousse. Mais on qui fait qu'on peut le faire. Mais ça, effectivement, de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est pas juste, c'est de la mousse de polyuréthane. Mais il y a autre chose, il y a plein d'autres choses. Et les parois. Vous n'allez pas nous dire ça. C'est pas possible. Les parois extérieures, c'est en quoi? Ce qu'on voit C'est là. du béton. Alors, C'est du béton. projeté. C'est Je vais 10 cm essayer. de. Non, mais je vais. Ah, vas-y. 10 cm, c'est ce qu'on appelle le béton branché. C'est un béton projeté. C'est un béton qu'on projette, au lieu que ça soit un crépi, et ben ils mettent du béton dedans, dans la machine, et ils projettent 10 cm, entre 8 et 10 cm de béton. C'est sur la mousse, ça. Sur la mousse, avec il y a de l'acier. Un ferraillage en acier, bien sûr, pour que ça tienne, pour que ça solidifie. Et ça fait que 8 cm. Et pour les zones sismiques, à fort, genre dans le sud de la France, en Italie, on met 10 cm, on met 2 cm de plus. Et vu sa forme, ça... L'idée de départ de monter l'isolation, c'est aussi pour faciliter justement la pose du ferraillage.
parce que des maisons dômes, ça existe depuis des années, hein, ça fait 50 ans que ça existe, sauf que dans les années 50, 60, les premières, il fallait monter toute une structure en ferraille, mettre du grillage, projeter, etc. C'était extrêmement fastidieux et ça prenait un temps fou. Là, le gros avantage, c'est que le kit, une fois monté, avant de servir d'isolation, il va servir de moule inversé, en fait, pour que le ferraillage vienne se poser tranquillement dessus. Le ferraillage, c'est du fer de 8, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire du fer de 8, c'est des barres de 6 mètres en moyenne. Vous mettez chacun un bout, vous pouvez presque faire de la corde à sauter avec. Hein. C'est extrêmement souple. Donc l'avantage, c'est que ça prend tout de suite la forme du dôme. C'est hyper facile à ferrailler, enfin facile. Je le comprends, mais c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement compliqué. Il n'y a pas de métallurgie, quoi. Non, il n'y a pas de choses particulières dans le ferraillage à faire. Non. Et puis ensuite, un coup que le ferraillage est posé, on compte à peu près une petite, allez, on va dire, pour être large, une petite semaine pour poser le ferraillage. Ensuite, on vient projeter effectivement le voile de béton qui se fait en 3 couches. Oui, 2 ou 3. Oui, 3 couches, il faut le préciser quand même. Il faut le faire en 3 fois, évidemment. La première est hyper grasse pour pouvoir bien adhérer au ferraillage et bien rester en place. Une deuxième, et puis la troisième de finition, où effectivement, là, vous allez avoir le résultat final, sachant qu'après, ce béton, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez le peindre, vous pouvez le végétaliser, il n'y a aucun souci, vous pouvez aménager comme vous voulez. Le dôme peut être enterré par moitié, pratiquement, ou même aux 3/4, c'est pas un souci. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au départ, effectivement, c'est une forme de dôme qui peut être totale de vue extérieure, mais on peut très bien voir qu'une partie, on n'enterrait qu'une partie. On a un projet d'un monsieur qui est en Corrèze, qui veut en faire 2, avec un sorti et un enterré. C'est-à-dire que de l'extérieur, on verra qu'un seul dôme. Voilà, il y a plein de projets comme ça. Vu que c'est de la mousse de polyuréthane, tout le monde a déjà utilisé de la mousse de polyuréthane en bombe pour faire ses isolations, ses portes, etc. On le sait très bien. C'est assez facile. Quand on fait des jointures, c'est au cutter qu'on coupe. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il veut dire qu'il n'y a pas besoin de sous-traitants spécialisés pour monter les maisons? Nous, on garde les scénarios. Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de former les gens. Chaque maçon, il n'y a pas de formation il n'y a pas besoin d'une formation voilà. particulière. Nous, évidemment, c'est pas un nouveau métier. Non, on fournit une notice de montage, c'est assez logique, et nous, évidemment, on préconise de le faire faire par un professionnel. Bien sûr. C'est une logique imparable. Maintenant, comme le disait Monsieur Legard, quelqu'un qui est déjà dans le métier, qui est artisan, ou qui est autoconstructeur et qui veut le faire, libre à lui de le faire. C'est un Lego, hein, c'est des enclenchements. Toute entreprise de bâtiment peut le faire. Mais voilà, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de créer un nouveau métier. Non, c'est il n'y a pas besoin. des enclenchements. C'est des techniques déjà connues, connues, déjà répandues et déjà testées et déjà affirmées. Donc non, il n'y a pas de choses particulières. Sachant que, pour terminer, il n'y a pas non plus de fondation particulière en dehors de l'étude géothermique obligatoire par rapport au terrain. La coque en elle-même, donc juste le kit d'isolation, fait entre 2 tonnes et 2 tonnes 5. Ce qui veut dire qu'au final, la maison fait entre 8 et 10 tonnes pour être large. Une maison traditionnelle, c'est autour de 21 tonnes. C'est-à-dire que la fondation, c'est comme une autre fondation. Il n'y a rien de particulier. C'est pas parce que c'est rond que c'est une particularité. Voilà. Non, mais c'est des choses extrêmement importantes et c'est des choses qui permettent justement de justifier ce qu'on dit depuis le départ, c'est le coût final de la maison revient beaucoup moins cher qu'une vraie maison, une maison passive aussi, mais qu'une maison passive actuellement, qu'elle soit en bois, en panneaux modulaires, etc., où on est plus proche des 1800 voire 2000 euros. Là, on est sur le prix, si on veut se faire plaisir, on est sur le prix d'une maison traditionnelle, sauf qu'on a tous les avantages du polyuréthane, de l'isolation, de sa haute performance, et donc d'une très basse consommation énergétique. Et puis on a quelque chose d'original si on a envie de se faire plaisir. Enfin, voilà. C'est que des avantages. Juste une question, au niveau du toit, il est nécessaire pour maintenir les... Non. Pas du tout. Il y a on peut enlever, c'est des panneaux. Hein. Alors, je vous montrerai, c'est 2 panneaux qu'on vient assembler. On peut en enlever un et mettre une verrière. Sans problème. Le toit n'est pas indispensable à la construction. On peut faire décapotable. En vrai, oui, tout à fait. Ça fait un peu de lumière au milieu. Oui, mais on a des projets comme ça. À la commande, on peut faire une découpe et pour mettre un Velux de toit. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous nous dites, tiens, je voudrais bien un Velux ici, comme ça, de cette forme-là. Nous, on le marque et quand je le fabrique, je laisse un emplacement pour que vous mettiez
modifier votre Pour imager En fait, en résumé, le concept fait qu'on peut la On fait ce qu'on personnaliser veut, comme on on veut. fait ce qu'on a envie. Pour imager un petit peu, quand vous avez monté toutes les pétales autour, le toit n'est même pas nécessaire, puisque en fait, étant donné que c'est un autoclavage simple et qui est joint par du polyuréthane, on fournit d'ailleurs les bombes qui vont avec. Un coup que c'est joint, c'est de la bombe de polyuréthane de collage, voilà, etc. Un coup que c'est fait, que les joints sont faits pour éliminer tous les ponts thermiques, on pourrait limite prendre une grue, le soulever, ça viendrait d'un bloc. Ah oui. Ça ne bouge pas. Le toit n'est même pas, entre guillemets, nécessaire. Si on veut tout ouvrir, on ouvre. Pas quand il pleut, sinon. C'est bien. Après, je pense que c'est pas une bonne idée de faire tout derrière, effectivement. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Ou sinon, un pétale, en enlever un et vous faire une verrière sur tout un côté. Faut vous faire une derrière. Ça, c'est possible. Alors, on a des gens qui le coupent. La même derrière comme ça, Ah, une verrière comme ça, c'est en multiface. Mais il y en a pour des sous. Après, bah, c'est Comment tu vas aller nettoyer là-haut? Ouais, le coup de la verrière, c'est. Ah bah moi, ça se voit. avec la derrière, Excusez-moi, oui. Les conteneurs, Des conteneurs. oui. Ah, de chez Gros, c'est Gros qui nous livre les conteneurs maritimes. Mais ça vient d'où Avant de comment ça? Gros, La matière. Gros vous livre, mais ça vient de quel pays Ah, de la mousse? Ouais. Ah non, la mousse, on l'achète en France. Et alors, en Les France, conteneurs, c'est l'export. c'est l'export. C'est qu'un kit rentre dans un conteneur, ce qui permet d'exporter un kit à l'autre bout du monde Oui, non, c'est des tubes, ils sont en un seul technologiques. conteneur. Voilà. Mais on en a vu des nouveaux. Mais la mousse, elle est française ou allemande? On l'achète en C'était Allemagne. corrigé, vous inquiétez pas. C'est voilà, c'est fabriqué, la mousse. Même c'est- source en anglais. On la reçoit De ici. toute façon, moyenne dans un conteneur, c'est la surface de 80 Ah oui, oui, mais vu que tout s'empile les uns aux autres, et tout est démontable. D'accord. Dans les containers, ça peut être une maison de 100 mètres carrés. C'est ça. Ah, voilà, cette maison. C'est ça. Il y a même un peu de place. Et ça, alors, un truc, moi, qui me marque, ça, je le vois beaucoup dans les nouvelles maisons, on le voit souvent dans les constructions en bois, et là, on entend notre polyuréthane, sa résistance au feu. Sa résistance Oui, mais bon, Tout à fait. Non, C'est une bonne question. alors, on a inventé heureusement des mousses maintenant dites M1 euro-classées qui tiennent au feu pendant une demi-heure, une heure. Et sachant que le polyuréthane est enclavé, ça veut dire que l'extérieur c'est du béton et l'intérieur il y a un enduit minéral. C'est un enduit, un plâtre, hein. Donc il ne brûle pas. Alors c'est sûr, si on vient craquer tout ça, on vient brûler le polyuréthane un jour ou l'autre, comme tout isolant, ça commence à prendre feu. En fait, vous craquez pas pour aller voir les verre. Oui, parce que l'enduit minéral, c'est comme un dragon. On vient mettre un enduit minéral de c'est 1 cm à peu près, et ce qui fait que ça ne brûle pas. Donc on peut être classé au feu 1 heure sans souci. Ah oui, Ah mais oui. on a un B2, on est en B2. Donc c'est Sinon, vous n'auriez pas eu l'autorisation. Ah bah de toute façon, on n'aurait pas faire. Alors, je le vois, nous, c'est vrai, au niveau pompier, quoi. Pour hier, c'est vrai qu'on a souvent ce souci de nouvelles constructions, on va dire, qu'elles soient bien plus variées. Nous, on a souvent On n'a pas eu l'autorisation, je on pense. se prend Il faut pas oublier quelque chose. On prend vite sur les choses sur la tête quand on va les éteindre. Il y a quelque chose de très important, il y a quelque chose de très important à ne pas oublier, c'est que le polyuréthane dont on se sert, nous, pour fabriquer ce kit, c'est une isolation comme une autre. Oui. Quand ce serait, pas dans l'absolu, mais ce serait de la laine de verre ou de la laine de roche, vous n'auriez pas l'idée de le laisser nu. Bah, c'est exactement la même chose. Le polyuréthane, on ne le laisse pas nu, c'est une isolation, elle doit être enclavée comme toute autre isolation, intérieure et extérieure. Pour info, Donc ça ne pose aucun souci. les pompiers ont relevé le problème, c'était sur le polystyrène. Le polystyrène est Hyper interdit. inflammable et ça fait des gouttes. Oui, c'est énorme. À part l'extrudé, mais maintenant le polystyrène c'est interdit. Et c'est interdit dans les sols, le polystyrène, sur les plafonds. Et les C'est plafonds, hyper dangereux. c'est interdit. Parce que là, moi j'ai fait des études sur le polyuréthane, on met un briquet, ça s'éteint. Et le polystyrène, on a un problème, on met un briquet, ça part. Et ça a été interdit depuis peu, et pourtant il y a eu des accidents, on a eu des accidents de glisse, hein. On a eu des problèmes, hein. Très toxiques en plus. Là on a les nouveaux polyuréthanes qui arrivent, bon, je vous en parle parce que les Américains nous ont envoyé des échantillons, c'est des polyuréthanes on recycle des bouteilles plastiques et on fait des mousses, on en a des échantillons, donc c'est recyclé complètement. Et ça avance dans ce sens. Le polyuréthane, ça avance dans Moi, ce qui me plaît dans celui-là, en plus, ce nouveau polyuréthane, ce qui me plaît vraiment, c'est que la couleur, il est vert. Mais non, mais on parle de développement durable, on parle d'écologie, on parle d'économie, d'énergie, etc. il est bleu. Alors, on pourrait, hein, non, mais... Il est bleu. Non, mais voilà, après, c'est du colorant. Mais là, par contre, il est naturellement vert. Celui que les Américains sont en train de créer, on ils ont sur créé. des échantillons. Ouais. Bon, ben voilà, on parle d'énergie, d'écologie, en plus, on a un produit qui est vert. Bon, ben, voilà, c'est le bleu. Il est toujours. Hein. J'ai le vert d'ailleurs, mais c'est vendeur.
Ça, il y avait était blanc, beige. Il est blanc, beige. était rose. Voilà. Maintenant, on fait du vert. Et maintenant, on fait tout C'est un colorant. C'est des couleurs. Hein. On peut faire la couleur que vous voulez, c'est juste un colorant. En fait. Mais c'est vrai que pour les diversifier, on leur mettait des couleurs. Alors, Il y a des questions. il est jaune, mais il y a quand même. Combien de salariés? Non, Ah, pour l'instant, les deux. les deux, on fait des renforts, on peut être 4. Voilà. Et à terme, sur la nouvelle usine, ce serait plus d'une dizaine. Mais vraiment plus d'une dizaine. Une quinzaine. Et là, vous pouvez aller jusqu'à quelle surface au niveau de ce type de... Pour information, tous ceux qui sont déjà installés, enfin surtout les 3 premiers, parce que le 4e c'est tout frais, mais les 3 premières entreprises qui sont installées sur la zone, elles ont déjà aujourd'hui doublé l'effectif de ce qu'elles nous avaient dit quand elles sont arrivées. Ah, ça me plaît ça. C'est prometteur. Bon, alors, je vous dis 15. Aujourd'hui, il y a une seule surface. Il faut bien comprendre qu'il y a eu pratiquement 1 an et demi de travail uniquement pour la création des moules, qui ont été faits entièrement fabriqués. À terme, il y aura du 8 mètres en diamètre. Voilà. Et on pourra peut-être, là on est en 11 mètres, on pourra peut-être monter à 14 mètres. Sachant que là, on a 86 mètres carrés habitables, mais qu'on a aussi des projets qui sont réduits à 72 ou 77 mètres carrés, c'est-à-dire qu'en fait, ils coupent carrément une partie et ils mettent une grande verrière. Ah oui, parce que il y a des gens qui ont une verrière. Alors voilà, on leur fait la coupe. Ils mettent un grand mur, un mur rideau. Alors la taille, pourquoi celle-là en premier? C'est tout simple. C'est que sur un aménagement de base que je vais vous montrer. Toujours circulaire. Oui, toujours, oui. Dans notre principe, c'est toujours ça. Ah, on peut, si, oui, on en longue, tout ce qui est longue. Entre parenthèses. Oui, c'est possible. Alors, il faudrait voir si ça plaît niveau architecturel, parce que malgré que ça soit particulier, je suis d'accord, mais ça passe quand même. Après, tout ce qui est un peu long comme ça, il faut que ça rentre. Et d'en avoir deux, ça c'est plus simple. Les bords, deux assemblés quasiment en lui-même. Par les pénitrés, par les ça peut être faisable. Ah oui, complètement. Ça c'est prévu ça. Ah oui, non, mais ça, vous. Et on peut même imaginer un autre habillage entre les deux. Ah oui, oui, un tunnel. Ou sinon, vous avez un petit budget, vous faites la première vous-même, et puis si vous dites, tiens, je voudrais agrandir, pas besoin de recasser toutes les murs, non, vous venez les recoller. Hein. C'est très simple. Et ça, c'est l'avantage, parce que vous voulez agrandir votre maison, ça coûte un peu de sous. Hein. Oui. Ça, c'est un aménagement. Là, ce que je vous montre, c'est un aménagement de base, c'est-à-dire c'est l'aménagement type, entre guillemets, qui justifie cette taille, c'est-à-dire un aménagement pour un couple avec un enfant. En gros, une famille de base, donc ce soit péjoratif. Voilà, ça c'est le premier aménagement qui a été pensé et la taille a été faite par rapport à cet aménagement, c'est-à-dire on s'est dit voilà, il faut des pièces quand même assez grandes, etc. Et donc c'est l'aménagement type. Après, évidemment, c'est ce qu'on veut à l'intérieur. J'ai un exemple Oui, de personne. les cloisons comme vous voulez. Ah oui, tout à fait. Les déplacer. Mais j'ai un exemple, là j'ai une personne qui a une maison cubique, classique, et qui en demande les 3 quarts, et qui va la coller dans l'angle de sa maison. Et comme ça, il a un salon immense, et qui est rond, et sa maison classique, hein, et ça lui donne une originalité. Et puis en plus, niveau rang, ça fait plein de choses. Ça permet d'agrandir à un coût beaucoup plus voilà. faible. Il aurait pu l'agrandir de manière original et moins cher. Et on peut tout faire. La personne en veut que la moitié pour la mettre contre son hangar, son usine. Bah oui, on lui fait la moitié et puis il y a un collé. Pourquoi pas? Ou là, j'ai beaucoup de cas en 3 quarts. Hein. C'est vrai que vous avez combien de commandes actuellement? En précommande, on en a 12. Et justement, ça se découpe comment pour la France et pour les étrangers? Alors pour l'instant, alors les 12 en précommande, c'est uniquement la France. On ne parle pas des projets qui sont à l'extérieur. Parce que là, on parle de très des trucs. Voilà. Alors on en a un qui est quand même en France. Si, bon, voilà, on va voir. C'est en discussion. On en a un qui est quand même en France, mais qui est quand même à l'autre bout du monde, c'est à La Réunion. Où là, c'est des gros investisseurs, des promoteurs qui veulent faire un resort. On n'a pas de quantité précise, mais on sait que c'est un truc énorme. Donc, je pense qu'on est autour de 2, voire presque 3 chiffres. Mais c'est des projets qui vont s'étaler sur peut-être 4, 5 ans. C'est peut-être plus. Hein, ce qui est bien pour l'usine de production. Oui. Voilà. Ah bah c'est sûr que si on arrive avec une commande comme ça à l'avant, je pense que les terrains individuels sur lotissement, il n'y a pas de contrainte particulière. Non, il n'y a pas de parce que je vois au niveau des maisons à Saturbois, donc c'est un de mes partenaires avec qui je travaille, des
maisons lotissement Saint-Urbois, Maison-Bois, dans Paul et Gamay, vous les trouvez beaucoup plus à la campagne sur des immenses terrains plutôt que sur des terrains communs ou lotissement. C'est la remarque. Donc cette remarque-là est-elle valable pour eux? Alors aujourd'hui, dans les précommandes qu'on a, la totalité, c'est quasiment périphérie des villes. Il n'y en a aucun. Pas sur des lotissements. Non. La quasi-totalité, c'est des gens qui veulent à la fois soit faire la maison pour habiter parce qu'ils cherchent quelque chose d'original, mais la majorité, c'est du resort, du gîte, de la chambre d'hôte, des choses comme ça. Mais un lotissement complet. Il n'y a aucun flou à mettre une maison au Saint-Urbois dans un lotissement. Mais je trouve que moi j'ai mon frère qui a fait une maison au Saint-Urbois dans un lotissement, ça existe. Après c'est le hasard que vous en ayez pas. Il y avait des refus de permis, etc. Enfin bon, ça change. Mais ça change vraiment. Il y avait des contraintes. Il y a eu une époque, mais ça change. Les communes, les PLU ont changé, il y a une autre mentalité des maires, et c'est vraiment. Non mais vraiment, ça a bien changé. Genre à l'époque, les toits plats, ça n'existait pas, maintenant on en voit beaucoup. Vous prenez à côté Saint-Georges, il y en a beaucoup ici, et ça change, heureusement. Le 4 pans, ben voilà, c'est bien. Il y a un coup de clôture et tout ça. Vous êtes un authentique cuniacucien? Non, Bussy-en-Othe, alors comment ça se dit? C'est à côté de Migène. Oui, Bernard Rativeau, oui. Oui, ancien maire. Oui, monsieur Rativeau. Moi j'étais Bussy-en-Othe. Bussy-en-Othe. Ah, je suis né, oui, je suis né à Migène et voilà. Moi, je suis vraiment l'envoyé du coin. Ah oui, d'accord. Alors, dites-nous. C'est vous qui avez eu l'idée, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Comment vous êtes-elle venu en regardant une yourte, une coccinelle, une soucoupe volante Alors moi, j'ai regardé tout ce qui se faisait, alors niveau construction, ce qui se faisait dans le monde. J'ai pris des éléments un peu partout, j'ai dit tiens, au niveau de procédé de construction comme ça, c'est pas mal, cette idée-là, tiens, pour éviter la toiture, dans ces formes-là, c'est pas mal. J'ai tout regardé ce qui se faisait dans le monde, et après, moi j'habitais Bussy-en-Othe, et à côté j'avais un bâtiment qui s'appelait les étangs de Saint-Jean. Voilà, les étangs de Saint-Jean, je suis à côté, des 4 km. Qui ont brûlé. Ah ça vous a... Les étangs de Saint-Jean, ça brûlé? Ah ben le bâtiment, oui. Il y avait une boîte de nuit là avant. Ah non, le silice. Non. Vous n'étiez pas encore né. Mais... Ah d'accord. Avant. Ah je savais pas. Mais il y a quand même toujours ces constructions. Il y a toujours ces constructions et cette forme-là m'a toujours attiré l'œil et. Finalement c'est depuis tout petit quoi. Oui, tout à fait. Je suis dedans. Et après, voilà, en imaginant des procédés, puis en faisant moi-même des constructions, parce que j'ai fait de l'immobilier, j'ai construit, j'ai vendu. Ah, de l'immobilier en tant que constructeur, pas en tant que... En tant que rénovateur, plutôt. Investisseur. Investisseur, j'ai rénové moi-même. Et donc je connaissais la technique. Et j'ai fait de la recherche et j'ai mis en place ce procédé. Puis après, j'ai demandé à des bureaux d'études pour voir comment ça allait tenir structurellement. Ouais. Et puis j'ai fait valider ça par des bureaux d'études, dans le coin aussi, les bureaux d'études. On a validé le procédé, on fait des études dessus, en laboratoire, plus une simulation informatique, maintenant on arrive à faire des choses énormes. Et qu'est-ce qui fait la différence? Je veux dire, là, les gens qui vont par exemple regarder cette vidéo, je sais pas où, le type va dire mais c'est génial, allez, je fais la même chose, je construis une usine, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que... années à perdre en recherche et développement et puis investir tout son argent personnel, qu'il le fasse. Non mais c'est quand même rare ce type de construction. La personne qui voudrait... Je lui donne bien du courage parce que j'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au bout. J'ai eu beaucoup de défaites, il y a eu des fois où ça s'est mal passé, ça n'allait pas. On a cassé des moules. On a cassé des choses, du matériel qu'on a cassé, ça n'allait pas comme ça. Des ingénieurs d'Allemagne que j'ai fait venir, qui connaissent le polyéthane, qui m'ont dit si tu y arrives, champagne. Et 15 jours, ils sont venus, ils ont payé le champagne. Donc, des ingénieurs du polyuréthane, dont 2 qui sont les meilleurs en Europe au niveau du polyuréthane, qui m'ont dit voilà, le polyuréthane en forme, c'est très compliqué. Et on a réussi. Moi, je suis admirative parce que je veux dire, c'est partie d'une idée que vous allez réussir à concrétiser. Et ça, il y a très peu de gens qui arrivent jusqu'au bout, je veux dire. Tout à fait. Il y a bien de gens qui ont des idées, mais on n'arrive pas forcément. Et tout seul, j'aurais jamais pu. Il faut bien comprendre que c'est pas juste le fait de mettre du polyuréthane dans un moulin. Ça s'arrête pas. Non, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup d'éléments à prendre. Tout seul, je n'aurais jamais pu. Sans monsieur le maire.
sans Tony, sans M. Moreau, sans une banque, sans tout ça, j'aurais jamais rien. Oui, Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est bien. Parce que le gars gagne toujours grâce à une équipe. Moi, sans mon Ah équipe, oui, je dis voilà. pas, j'arriverai à rien. Ouais, mais, vrai, non, c'est mais il faut quand même, non, mais il faut souligner quand même la réactivité de Monsieur le maire entre autres, et je tiens aussi à le dire de Monsieur Moreau, le directeur de Lyon Active. Alors là, on ne comprend pas bien, là, Il y en a qui Christophe. créent. Oui, mais on ne comprend pas bien. Je croyais que c'était une entreprise d'insertion qui favorisait l'insertion par l'économie. Il y a une active création est avant tout une structure qui est là pour aider à créer des entreprises et à lever des fonds pour avoir des investisseurs privés. Voilà. Il y a deux volets dedans, un volet simple comme je viens de l'expliquer et un deuxième volet dû à l'évolution de la nôtre où ça se tourne plus vers des gens qui ont l'idée, comme M. Lega, mais qui en plus sont en situation de réinsertion, c'est-à-dire entre guillemets au chômage, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à un mois et demi, 45 jours, c'est ça? Claude, après 45 jours au chômage, si vous voulez créer une entreprise, vous rentrez dans ce schéma-là, dans le schéma par la voie de la réinsertion. C'est uniquement la limite. Mais le premier travail de l'électrification, c'est quand quelqu'un a une idée et que les banques seules ne suffisent pas, c'est de l'aider à trouver les financements. Financements qui soit viennent de différents consortiums bancaires, mais là, ce n'était pas suffisant. Et donc, ils ont fait et un consortium bancaire et un consortium privé. C'est-à-dire qu'il a fait un appel au peuple et il y a des gens qui sont venus mettre de l'argent sur la table. Alors, je tiens à souligner le soutien indéfectible de M. Moreau sur le projet. C'est l'équipe. Et sans ça, ça aurait été un petit projet que je faisais chez moi et que je faisais pour moi. Mais vu qu'il y a eu de l'ampleur, on a fait Batimat. On refait encore Batimat à Paris. On refait encore. Voilà, c'est du travail. Mais on refait Batimat. Et c'est beaucoup de monde. Et sachant qu'on est à Batimat, on est la plus petite entreprise. Parce que c'est que on est à côté de la farm. On est à côté de. C'est déjà bien. On l'a fait l'année dernière, on n'avait que 9 mètres carrés parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre plus, mais on n'a pas arrêté une minute. Ah oui, c'est du boulot. Moi je me suis vu m'endormir en marchant, en rentrant le soir, je vous jure. Mais ça prouve que c'est justifié d'être présent et au final, la chose intéressante. Mais on a suscité vraiment l'intérêt, donc c'était hyper positif et c'était une belle fatigue quelque part. Mais on n'était que deux, hein. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Mais non, on le refait cette année, l'année prochaine maintenant, en 2017, on le refait de toute façon, c'est évident. Et on est à côté du gros groupe comme Lafarge, et ils nous ont mis une toute petite case. Mais Lafarge, ça les intéresse. Non, mais on est très bien. On est très bien parce qu'en fait, on est entre les toilettes et le bar. Non, mais je vous assure. C'est soit le passage. C'est un vrai passage. Le passage, il n'y a pas mieux. Pour un petit stand comme vous, c'est parfait. C'est vrai. On est sur les deux.